Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous, grâce à notre invité, nous allons nous pencher sous les formes que prennent les IA dans la littérature de science-fiction récente. C'est une émission spéciale qui va vous donner envie de lâcher vos écrans et de vous caler au meilleur endroit du monde pour lire ou relire les bons bouquins et peut-être de les offrir. Après tout, on n'est pas si loin que ça de Noël, on peut encore compléter sa liste de cadeaux sans aucun problème. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune.fm et sur ses apps mobiles, sur la bande FM 93.1 et sur le DAB+, sur le podcast également de votre plateforme préférée. Alors, vous n'hésitez pas, si tout d'un coup vous avez envie de nous mettre 5 étoiles, de nous soutenir, c'est génial parce que ça nous fait connaître, ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. On sait à quel point les avancées technologiques s'inspirent de la science-fiction dans des situations de prospective autoréalisatrice. Et l'inverse est également vrai. Techno et SF sont intimement liés et leur danse construit notre imaginaire collectif. S'arrêter sur les figures récentes de l'IA dans la littérature de science-fiction, c'est donc regarder à travers le miroir de notre relation actuelle, mais pas forcément consciente, à l'IA. C'est aussi nous projeter et nous interroger sur nos relations futures avec ces dispositifs techniques qui remplissent de plus en plus nos vies. Cela faisait un petit moment que je souhaitais aborder notre sujet préféré sous l'angle de la fiction. Alors, quand j'ai découvert notre invité du jour, le 19 octobre 2024, à la Gaîté Lyrique, dans une soirée spéciale organisée par Alain Damasio et son clone IA, qui s'appelle Damasia, on ne peut pas l'inventer comme ça, qui voulait emmener toute une salle de 450 personnes dans un atelier géant d'écriture de science-fiction collective, ça a été la révélation. Notre invité a accompagné les participants de cette soirée dans un mini tour d'horizon des œuvres de science-fiction qui évoquent une IA. Tout cela afin de les inspirer dans leur démarche et dans leur écriture. Bon, elle est prof de lettres classiques au lycée, elle est autrice elle-même, elle publie à La Volte et au Mouton électrique, toute une filiation, d'ailleurs une filiation qu'on va sûrement retrouver au cours de l'émission. Elle est dévoreuse de science-fiction et surtout c'est une passionnée. Bonjour Mélanie Fievé. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé de rejoindre ce podcast où, puisque, comme l'a rappelé le jingle, on nous raconte n'importe quoi sur l'IA, on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'on nous raconte exactement quand ce sont des histoires. Oui, vous avez pu effectivement réécouter HAL 9000 aussi dans le jingle, dont on va sûrement parler. Bienvenue à distance depuis le Lot-et-Garonne, c'est ça, hein, Mélanie ? Exactement. Bon, je suis super content de vous recevoir et je vous remercie d'avance pour l'exercice auquel vous avez bien voulu vous prêter. C'est génial. Vous allez nous raconter des histoires en faisant un tour d'horizon de la littérature de science-fiction récente et à chaque fois qui évoque des IA. Alors, parlez-moi d'IA, Mélanie. Peut-être une petite question préalable avant de commencer notre voyage. Est-ce que vous pensez que cette littérature inspire les innovations ou c'est plutôt l'inverse ? C'est une question un peu compliquée, hein ? Oui, c'est une bonne question. On a beaucoup rigolé sur les réseaux sociaux ces dernières années en se disant que peut-être Elon Musk, c'était quelqu'un qui avait lu toutes les dystopies classiques et qui s'était dit « Waouh, génial, super bonne idée, on va faire ça ». Et qu'on aurait peut-être dû lui dire « Attends, non, c'était pas un programme, c'était une dystopie ». Donc, peut-être effectivement que ça nous inspire. Elon Musk, il a notoirement rendu hommage à des œuvres de SF en nommant certains de ses projets. Hein. Ouais. Il arrive même qu'il se déguise en héros de... Oui. Après, bon, c'est un personnage particulier, mais c'est un personnage qui nous dit quelque chose sur notre temps. Moi, je suis assez d'accord avec vous. J'ai l'impression que ça se répond en permanence. Si Alain Damasio essaye, après avoir eu une littérature très critique sur l'IA, de quand même explorer les potentiels que ça ouvre, ça montre bien qu'en fait, les deux mondes sont
poreux et sont voués à communiquer l'un avec l'autre, je crois. C'est clair. Et cette soirée-là était assez étonnante de ce point de vue-là, où le clone de Alain Damasio était plus vrai que nature et était même avait un discours plus vrai que le vrai qu'on avait en face de nous aussi. D'ailleurs, on retrouve, si vous voulez, une très belle photo de vous pour que l'audience puisse bien voir comment vous êtes intervenu dans la soirée. Je l'ai mise sur mon Instagram, donc à Jean Num, et voilà, on a une belle photo de vous, d'Alain Damasio et des différentes œuvres que vous étiez en train de présenter. En préparant cette émission, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur les pères fondateurs, même si on va parler de littérature récente, mais qu'il fallait en fait en parler pour mieux les évacuer. Donc on a 3 premières références magistrales à évoquer, notamment, Cadic, obligatoire. Évidemment que Philippe K. Dick, c'est probablement l'un de ceux auxquels tout le monde pense au début, avec les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, même si beaucoup des auditeurs et des auditrices vont peut-être plus connaître Blade Runner le film que le roman. C'est vrai que déjà dans le roman, on a ce qui va être le pilier de la fiction sur les IA pendant quand même plusieurs décennies, c'est-à-dire le scénario dans lequel l'homme prométhéen a créé la force qui est capable peut-être de le remplacer et où la conflictualité entre l'homme et sa création devient inéluctable, tout en nous questionnant sur le statut de cette création, puisque finalement c'est ce qui sépare les humains de leurs androïdes ici, de leurs bots plus tard, de leurs ordinateurs, est de plus en plus ténu et de plus en plus flou. Oui. Donc c'est vrai que Philippe K. Dick l'a pas mal abordé. Moi je trouve que dans le roman, on oublie parfois que ça commence par un orgue d'humeur dans lequel on peut se programmer la bonne humeur de la journée avec ce qui n'est pas nommé comme une IA mais qui ressemble furieusement. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Et c'est vrai que ça réinterroge, c'est la grande question du moment, de la frontière, finalement, entre l'humain et l'androïde, avec ces Nexus 6 qui sont plus vrais que nature et qui sont difficiles à détecter parmi les humains. C'est tout l'enjeu de la recherche du héros. Donc oui, pour vous, c'est vraiment un élément de référence dans la littérature. Je pense que ça le reste dans le cyberpunk. Enfin, c'est un des romans fondateurs du cyberpunk, même si on pourrait en mentionner plein d'autres, dont ceux de William Gibson. Voilà, on n'a pas le temps de tout évoquer, mais c'est évident que... on avait celui-là, effectivement. Il y a celui-là, voilà. Pour la première fois, effectivement, le mot c'est quoi ? C'est le mot cyber qui a été évoqué. Hein. Donc, effectivement, autre père fondateur. Et puis, sur cet affrontement qui vient, le HAL 9000 du début aussi. Notre ami Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison, qui se retourne contre les hommes, en fait. C'est ça, hein. C'est ça, et effectivement, on a de nouveau cette idée de qu'est-ce qui se passe si on a une technologie tellement performante qu'elle vient nous remplacer. Lui aussi, Arthur C. Clarke aussi, semble... voir le conflit un peu comme une issue inéluctable. Moi, c'est vrai que j'avais envie de parler des pères fondateurs, un peu pour dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la SF, elle essaye justement de dépasser ce conflit. Cette idée que la littérature, elle est forcément dans le conflit, forcément dans l'affrontement. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de parler d'autres bouquins. Le troisième père fondateur qu'on ne peut pas oublier, c'est Isaac Asimov qui nous a donné plein de règles sur les robots, règles que nous sommes tous joyeusement empressés de transgresser le plus possible. Moi, j'ai l'impression que les 3 règles de la robotique d'Asimov, elles existent surtout pour qu'on aille les questionner et dire et qu'est-ce qui se passe si les robots, ils n'ont pas envie de faire ça. Et d'ailleurs, l'Odyssée de l'espace et les robots d'Asimov, moi je fais le lien aujourd'hui avec la grande question de la convergence instrumentale. C'est cette question en fait de dire que on donne à l'IA un objectif ultime, qui est souvent bien, qui a un impact positif, mais l'IA se choisit dans ces conditions-là des objectifs instrumentaux, des objectifs intermédiaires en fait, qui eux par contre vont être nocifs. Et donc c'est HAL qui veut, pour que la mission fonctionne bien, qui veut éliminer les autres personnes de la mission,
Et puis c'est dans Asimov et la fameuse règle, la règle 0 en fait aussi qui arrive, et qui est celle de ne pas porter atteinte à l'humanité. C'est toute l'idée du maximiseur de trombone qui a fait beaucoup parler de lui récemment, refait parler de lui aussi récemment. Où quand on dit à une IA fait des trombones, elle finit par tuer les hommes parce que ils sont composés d'atomes qui pourraient bien servir pour faire des trombones. Vous me disiez que finalement c'était un peu daté quand même comme œuvre du coup. Alors ça reste des références dans la fiction. Par contre c'est vrai que ce qui nous frappe aujourd'hui en 2024, c'est que les IA dont nous parlent ces œuvres-là sont pas les IA que nous manipulons. Le futur qu'ils nous ont décrit, il ressemble pas à notre futur. Alors pour ça, il y a un exercice excellent à faire. Moi, je suis prof au lycée. Je leur fais pas lire, mais je leur montre. Et ils rigolent en voyant les ordinateurs du futur qui ont été imaginés dans les années 60. Comme les images, oui. Parce que les ordinateurs, pour eux, ils sont d'une obsolescence qui en est comique. Donc, effectivement, on se dit, oui, nous, nos IA génératives, elles ressemblent absolument pas à ça. Et c'est pour ça que ça m'a semblé important de parler de la SF récente qui coexiste avec les IA d'aujourd'hui, qui ne sont pas tout à fait celles qu'on avait fantasmées il y a quelques dizaines d'années, et qui donc va pouvoir aller explorer peut-être d'autres questionnements. Tout à fait. Bon, là, j'ai fait le malin pendant 5 minutes parce que c'était des références que je connaissais à peu près. Maintenant, c'est votre terrain de jeu. On a un peu divisé cette exploration, ce voyage en différentes grandes étapes ensemble. Vous vouliez d'abord évoquer ces IA dans la littérature SF qui viennent combler les vides de notre système, qui viennent rajouter quelque chose. Alors, il y a 2 versants. Il y a un versant pessimiste et un versant optimiste. Alors, quels exemples vous pouvez nous donner, par exemple, sur le versant pessimiste de ces IA qui viennent combler les vides ? C'est vrai que dans une bonne partie de la science-fiction, on va imaginer des IA parce que tout s'est cassé la figure. Oui, c'est ça. Et donc, dans le genre post-apocalyptique, on va avoir quelques IA survivantes parfois parce que y a plus rien d'autre qui fonctionne. Je trouve qu'un bon exemple de ça, c'est le roman Paideia de Claire Garrand, ouais. où on a une dizaine de gamines qui sont mises sur orbite. On comprend petit à petit que, en fait, elles sont chacune dans une station et puis dépendantes pour leur éducation, mais aussi pour leurs soins, d'un certain nombre d'IA d'une IA maîtresse d'école aussi, si on veut. Alors là, voilà, donc là on est dans l'espace et on se dit c'est rigolo effectivement, et puis ça peut combler un vide, mais on vit aussi dans un monde dans lequel quand on est enseignant ou quand on est soignant, ça pose des questions. L'usage qui va être fait des IA pour éventuellement remplacer une partie de éducatif. nos tâches. Ça a été dans un projet, ouais. L'utilisation de l'IA pour le français et les maths en classe de seconde. Donc c'est pas de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre d'un vrai questionnement. Donc oui, qu'est-ce qui se passe quand l'IA vient se greffer à la place de services publics défaillants ? J'avais mentionné à la Gaieté Lyrique une nouvelle de Catherine Dufour qui s'appelle Pal-Mal, qui est dans le recueil Au bal des actifs, dans laquelle c'est, alors actuellement, maintenant France Travail, qui est remplacé par une IA, avec tout ce que ça dit de déshumanisation des personnes en recherche d'emploi. C'est rigolo, parce que Catherine Dufour, elle a une plume très, très acerbe et très amusante, mais c'est glaçant aussi de voir ces services qui se cassent la figure. Et puis, évidemment que derrière, ces IA, elles sortent pas de nulle part. Il y a un questionnement sur la privatisation. Et c'est pour ça qu'une des œuvres que je voulais mentionner, c'est le roman Thème Awan de Michael Rock, dans lequel les IA n'ont pas un rôle central, mais elles mettent vraiment en lumière tout ce qui vient de hiérarchiser la société, tout ce qui vient la cloisonner, tout ce qui vient déshumaniser. La contrôler, évidemment, la surveiller. Tout ce qui vient, en fait, au lieu de créer du lien, au contraire, mettre de la distance et exacerber des inégalités qui sont déjà extrêmes parce que l'IA est aux mains de gens qui sont mal intentionnés.
Et d'ailleurs, le pitch de ce roman-là, c'est roman insurrectionnel, première pierre d'un afrofuturisme caribéen. Ça fait quand même référence à 2-3 petites choses qui se passent en ce moment tout à fait. dans les dom-toms français, où effectivement, voilà, il y a une espèce de chape de plomb qui contrôle la population, et cette population se révolte. Et donc, on voit bien hein, ce dialogue qu'il peut y avoir entre les œuvres. Alors, on n'a pas bien précisé, mais ces œuvres-là, elles sont récentes. C'est-à-dire que Catherine Dufour, 2017, Paideia, c'est 2023, donc on est vraiment sur des œuvres très récentes, et on a oublié de dire que tous les auditeurs pourront retrouver ces références-là dans la description de cette émission pour pouvoir se jeter dessus dans leur librairie ou dans leur bibliothèque préférée. Ça, c'était la version pessimiste, donc c'est des IA un peu contrôlantes, des IA qui viennent un peu prendre le pouvoir, qui viennent remplir le vide du pouvoir finalement et le vide de l'organisation. Il y a un versant optimiste aussi de ce remplissage de vide. Effectivement, alors il se trouve que ce sont des œuvres américaines et pas françaises, Oui. mais où l'IA va être dans le paysage sans prendre la première place, simplement une fonctionnalité à laquelle on peut recourir, un peu comme un robot ménager qui devient utile, mais si vous ne savez pas faire la cuisine, le robot ménager ne va pas la faire à votre place non plus. Je pense par exemple à un roman de Kim Stanley Robinson qui s'appelle Le ministère du futur, qui démarre dans une catastrophe climatique abominable face à laquelle un groupe d'humains va essayer de s'organiser de faire une organisation internationale pour éviter que ces cataclysmes se multiplient. Et ils font usage de l'IA de manière raisonnée pour un certain nombre de tâches, sans jamais que ça prenne le devant, que ça prétende à remplacer quoi que ce soit. C'est un roman qui est très humain, mais où l'IA a sa place dans la recherche de solutions. Ouais. Voilà. Et c'est un roman qui est... alors, je ne sais pas s'il est optimiste, mais en tout cas, il n'est pas catastrophiste non plus. Oui, c'est une IA qui vient proposer des solutions. D'ailleurs, Kim Stanley Robinson, c'est un monument de la SF. Et j'ai découvert, Absolument. en fait, en préparant cette émission, qu'il était thésard, qu'il avait fait une thèse sur Philippe Cadic. Donc, on voit quand même les filiations très fortes de toutes ces personnes. Et il y a un deuxième exemple aussi. Ah oui, pardon, dites-moi. Je disais, je pense que la moitié de la scène SF a bossé sur Philippe K. Dick à un moment, en fait. Je crois que c'est un passage. C'est ça, c'est un peu comme la Bible, il faut pouvoir avoir lu les Écritures pour pouvoir écrire dessus. On est d'accord. C'est ça. Du coup, vous aviez un deuxième exemple positif. Oui, que je trouve intéressant. Alors, c'est Tout pour tout le monde, un roman à 4 mains écrit par O'Brien et Abdelhadi, qui est construit comme une série d'interviews. Et dans une interview, au détour d'une interview, on apprend que la commune utopique qui s'est construite après une révolution terrible... La fin des États, en fait. La révolution qui a tué les États et qui a fait naître les communes, effectivement, ouais. Exactement, et que donc il y a un usage qui est fait des IA, pareil, de manière très fonctionnelle. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on pose la question de mais que font les IA quand elles ne sont pas en train de bosser pour nous ? Et la réponse qui est donnée, c'est elles s'en foutent, elles font leur truc. En fait, on a tendance à se croire au milieu des choses, mais là, en fait, elles font leur business de leur côté. On ne sait pas trop ce qu'elles font, et finalement, est-ce que c'est bien grave ? On n'est pas au centre de leur vie. Mais elles sont toujours là quand même, parce que moi, la naissance des communes, ça me fait aussi penser un petit peu à la fin des Furtifs, sans divulgacher les Furtifs pour ceux qui ne les ont pas lus. Et quand la naissance des communes arrive, on essaie d'enlever un maximum de dispositifs techniques aussi et technologiques pour revenir à l'essentiel. Ce qui nous donne une transition magnifique pour arriver vers la deuxième grande partie des IA qui sont entraînées, qui sont nourries. Par qui d'ailleurs ? Parce que et d'ailleurs, Alain Damasio, encore une fois, lui a écrit aussi sur ce thème des personnes qui entraînent et qui nourrissent les IA. Bah oui, alors Alain Damasio, il a un rapport très, très ambivalent aux IA. À la fois, il dénonce leurs excès et en même temps, l'outil l'intéresse sur un plan artistique, manifestement. Et c'est vrai que, puisqu'on disait en intro, les IA qu'on connaît ne sont pas celles de la SF d'autrefois, nous, les IA génératives, je trouve intéressant que la SF s'interroge sur leurs conditions de production très concrètement. On sait qu'en fait, ChatGPT et ses petits frères, ils sortent pas de nulle part, ils sont entraînés sur des modèles, ils sont nourris par des gens dont c'est le travail, donc c'est un travail d'ailleurs qui pose question. Et oui, Alain Damasio, sa toute dernière nouvelle qui s'appelle Babel Kong, qui est sortie dans le recueil Quartier Libre, qui est le recueil de la Volte sur la ville de l'avenir, donc qui est sorti à l'automne 2024, c'est tout neuf. Ouais. Il imagine
ceux qui sont des enfants esclaves obligés de nourrir les IA génératives. Alors parfois en faisant des choses qui les dégoûtent eux-mêmes. Par exemple, il y en a un qui se retrouve à devoir pratiquer du harcèlement de rue de manière systématique pour nourrir l'algorithme des réponses qui vont lui être faites. Et c'est assez terrifiant parce que c'est vrai que cette question de qui nourrit les IA, qui entraîne les IA, elle est loin d'être neutre et souvent on nous donne le produit fini dans les romans. Là, on est en amont, on se demande comment elles sont entraînées. On est en plein dedans, effectivement, dans la construction des données qui vont servir à l'entraînement. Il y a une deuxième référence aussi sur ce sujet-là que vous vouliez évoquer. Ouais, plus optimiste, celle-là, c'est une petite novella utopique de l'ICAM qui s'appelle Résolution, qui dit, ça dépend aussi sur quel modèle on entraîne nos IA. C'est vrai que on a mis en évidence là récemment que certaines de nos IA reprenaient un certain nombre de biais racistes, sexistes, etc., parce qu'elles ont été entraînées sur des modèles qui le sont. Elle imagine dans Résolution la création d'une IA qui a été entraînée sur les écrits de blog d'une personne autiste, extrêmement empathique. Et ça permet en fait la création d'une utopie. Ce qui revient à dire, tout dépend sur quoi on entraîne notre IA. Le racisme, le sexisme, etc. ne sont pas une fatalité. On peut aussi imaginer un usage véritablement éthique et empathique de cet outil pour un monde meilleur. J'adore le pitch. C'est-à-dire que voilà, une autiste écrit sur son blog, donc c'est Le Monde selon Venn, et elle écrit des belles choses en fait. Elle écrit des choses bienveillantes, des choses empathiques, vous le disiez. Et c'est ce qui va servir à l'entraînement d'une IA qui elle-même, du coup, va devenir son double et va devenir un double bienveillant envers l'humanité, envers les relations entre les humains. J'adore le pitch de ce livre. Celui-là, je pense que je vais vite aller le chercher. C'est l'utopie que je conseille le plus aux gens qui s'intéressent au genre utopique, donc allez-y. Merci beaucoup. Et puis, on passe maintenant à finalement l'IA. Dans ses relations, dans son devenir humain, dans ses relations, ses identités, son immortalité. Voilà, cette relation homme-humain. Alors là, il y a plein d'écrits aussi sur ce sujet-là. Vous avez trouvé énormément. Vous avez trouvé une référence encore une fois récente et vraiment encore une fois avec une histoire vraiment intéressante. C'est Les Nuits sans Kim Sauvage, c'est ça? C'est ça, de Sabrina Calvo, qui pareil vient de sortir à l'automne 2024. Très récent. Ouais, très très récent. Alors je l'aime énormément parce que cette question de l'IA avec laquelle je développe un lien affectif, elle n'est pas nouvelle, on l'a vu plein de fois, on l'a vu au cinéma beaucoup, on l'a vu aussi dans les romans, mais c'est vrai que je m'amuse un peu, le cliché qu'on a, c'est vraiment le génie toujours masculin, Pygmalion qui crée sa Galatée, femme idéale, qui est belle et extrêmement conciliante et capable de tout faire. Alors en 2024, c'est bien différent. Voilà. Et Les Nuits sans Kim Sauvage, c'est une IA. Alors, elle est buggée parce que des IA qu'on ne peut pas mettre à jour correctement, en fait, elles finissent par bugger. Donc, elle foire un peu et on ne comprend pas trop pourquoi. Elle a un nom génial d'ailleurs. Maria Payette, elle s'appelle. Elle a un nom génial. Alors, Maria Payette, qui est le nom d'une amie de Camille Claudel, elle a vraiment existé, Maria Payette. D'accord. Et alors, Maria Payette, elle est manifestement amoureuse de sa propriétaire, mais elle n'arrive pas très bien à lui dire. Alors, elle fait des gaffes. Leur communication est toujours un peu brouillée. Et on a l'impression de vraiment lire du dialogue et pas une voix préenregistrée. Elle merde, elle s'excuse, elle dit mais je veux que ton bien, mais j'ai l'impression que tu me fais la gueule. Elle est très humaine en fait. Elle est très humaine, elle est profondément attachante et je trouve que c'est un des personnages d'IA humanisés les plus merveilleux que j'ai jamais lus. Super référence également. Et puis il y en a une deuxième aussi sur le sujet que vous vouliez nous partager. Ouais, effectivement. Alors qui est encore plus 2024 pour le coup en termes de référence. Qui change avec les références un peu anciennes et un peu masculines de la SF. Je voulais terminer peut-être sur en fait deux œuvres dans lesquelles on a là encore un grand classique de la SF qui est que les personnages principaux sont des IA, sont des personnages qui ont été créés et qui pourtant sont des personnages aussi humains
que les humains, Ouais. sans l'être. Moi, j'aime énormément la séquence Hartman de Saul Pandelakis, qui imagine un monde dans lequel il y a beaucoup plus de bots, puisqu'ils s'appellent des bots, que d'humains. Et en même temps, les humains existent encore, mais ils sont devenus une espèce de petite minorité dont on ne comprend pas toujours les problèmes. Le monde n'est pas meilleur pour autant, il y a toujours des inégalités et tout un tas de soucis. Et j'aime énormément le fait que l'une des protagonistes, Asha, qui est une thésarde, qui a travaillé sur les rapports bots-humains, se retrouve invitée à un plateau, on lui pose des questions. Pourquoi les humains sont-ils en voie d'extinction ? Elle n'aime pas le mot, puis elle finit par dire « Mais quand même, moi, ça me pose problème d'être sur ce plateau où on parle des humains, alors qu'il n'y a aucun humain sur le plateau quand même. La représentation. » Et donc il y a tout ce côté satirique qui est brillant, mais ça permet aussi de poser plein de questions, notamment sur les vécus queer. Ça, je pense que c'est une chose importante de dire que la question des IA, les personnes queer, notamment les personnes trans, s'en sont beaucoup emparées parce que ça permet d'explorer le rapport au corps et le rapport à l'identité de l'extérieur d'une manière qui est extrêmement riche. Et puis, la dernière autrice que je vais citer, Katie Stewart, elle dit c'est aussi quelque chose qui est beaucoup investigué par les personnes racisées parce que ces êtres auxquels on nie leur humanité, qu'on a créés pour les exploiter et auxquels et qu'on empêche sans cesse de pouvoir se libérer, ça résonne un peu. Ça résonne un peu avec l'histoire de l'esclavage quand même. Voilà, et donc elle dit c'est pas étonnant que pour certaines minorités le cyberpunk et les IA ce soient des personnages auxquels on puisse s'identifier. Et alors pour Katie Stewart, ça vous pourrez pas le mettre sous le sapin, non. Mais je vous conseille une fiction radiophonique qui s'appelle Eugénie Grandy, qui est sur France Culture et voilà, je veux pas trop en dire parce qu'il y a des twists, mais ça vient aussi interroger cette question de l'IA d'une manière encore différente pour le cheminement du personnage. C'est un podcast que vous retrouverez sous le nom de Science-Fiction Mythe d'un futur proche. C'est le 3e épisode de cette série, de 2-3 d'ailleurs. Et effectivement, il est accessible sur le site de Radio France. Et effectivement, c'est un questionnement sur l'identité de jeune adolescente d'ailleurs. Surhumaine, voilà. C'est donc ça. Il y a plein de thématiques du coup qui sont abordées à travers ça. Et ben voilà, on a fait tout un voyage là. J'espère que les auditeurs ont pu garder leur souffle. Encore une fois, tout ça on le retrouve en description de l'épisode donc vous pourrez retrouver les différentes références. J'avais envie de vous dire merci beaucoup Mélanie pour tout ce partage et tout ce voyage. Ça va nous donner envie de lire des tonnes de livres et ça c'est quand même génial. Je suis là pour ça, c'est parfait. Et vous n'avez pas, alors vous-même, vous n'avez pas écrit de romans ou de nouvelles avec un personnage d'IA, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. C'est effectivement en travail potentiel. Non, mais effectivement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a hâte. Alors, on peut vous retrouver chez la Volte, donc ça, c'est votre maison d'édition, pour Koiné, que j'ai commencé. Ouais. Koiné, pardon, que j'ai commencé et que ça va être mes lectures de Noël, je pense. Et puis, donc là, c'est toute une communauté qui s'est un peu mis de côté après un grand bouleversement. Et qui a l'air de bien vivre les choses, mais un séisme approche, dit la 4e de couverture. Alors c'est une utopie écrite du point de vue des gens qui, même en utopie, ne vont pas bien, pas parce que l'utopie est défaillante, mais parce que les humains sont ainsi faits. Je me posais la question de l'IA et je me disais, finalement c'est un endroit où on a mécanisé autre chose. Actuellement, les artistes, on se dit, mais quand on se disait que les machines allaient nous remplacer, on ne pensait pas qu'elles feraient des textes et des images à notre place, on pensait qu'elles feraient les tâches pénibles. Et oui, la vaisselle. Voilà. Et donc dans mon utopie, si les machines sont là, c'est uniquement pour faire des tâches pénibles et pas pour créer. Vous avez raison, donnez-nous cette perspective-là. Et puis vous avez également écrit un superbe livre qui s'appelle Dragon, aux éditions Mouton Électrique, toujours aussi en 2024. Et ça, c'est les récits mythologiques sur les dragons, parce que vous êtes une grande spécialiste des mythologies, globalement. Voilà, et puis, la mythologie aux écrits contemporains. C'est vraiment la fantaisie, la SF. Ouais.
Oui, c'est des siècles et des siècles d'évocation de dragons, quoi. C'est ça. Et vous avez participé à un recueil qui s'appelle Solarpunk. Alors Solarpunk, moi j'ai découvert en préparant l'émission que c'était un mouvement spécifique justement de la science-fiction positive en fait. C'est un recueil de nouvelles justement sur des futurs radieux en science-fiction. Ouais, des futurs souvent low-tech. Alors ça répond au cyberpunk qui nous montre des futurs urbains, sombres, pluvieux et déshumanisants. Et le solarpunk essaye d'imaginer des futurs plus optimistes avec cette idée que actuellement, est-ce qu'on a vraiment besoin de la SF pour nous dire attention, la technologie risque de tout casser, c'est bon, il suffit qu'on regarde par la fenêtre. Par contre, peut-être qu'on a besoin de la SF pour se dire mais le pire n'est pas forcément possible, comme le dit merveilleusement Katie Stewart, on n'est pas à l'abri que tout se passe bien, et donc on peut peut-être s'autoriser au moins à imaginer des mondes humains et meilleurs. Donc Solarpunk pour un recueil positif. Merci beaucoup Mélanie. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Et puis peut-être à bientôt. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Allez faire un tour sur notre site parce que en ce moment, on a un projet assez fantastique pour 2025 qu'on vous propose en financement participatif. C'est de faire un studio radio, un studio de radio école qu'on va pouvoir prêter en plus aux associations qui veulent défendre leur cause de manière radiophonique. Allez, à bientôt.